be advised that this recorded webinar has been edited from its original format, which may have included a product demo. To set up a live demo or to request more information, please complete the form to the right. Or if you are currently not on CSE Global, there is a link to the website in the description of this video. Thank you. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire « Pourquoi les noms de domaine sont essentiels pour votre cybersécurité ». Merci Marie et bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, la question du jour. Pourquoi les noms de domaine sont-ils au cœur de la cybersécurité? Merci Marie. Voilà une très bonne question. Et je dirais même une question d'une grande importance. Comme beaucoup d'entre vous le savent certainement, les entreprises ont investi dans des solutions de sécurité à une vitesse exponentielle pour se protéger des menaces de la cybersécurité qui évoluent en continu. Je peux vous assurer que CSC n'est pas une exception. Et bien que ces investissements soient conséquents, de nombreuses entreprises sont toujours vulnérables à ce que les experts en sécurité appellent désormais un angle mort de sécurité critique. C'est cet angle mort que les cybercriminels attaquent de plus en plus, avec toujours plus de sophistication et de force, pour obtenir l'accès aux noms de domaine, DNS et aux certificats numériques. Il faut savoir que les noms de domaine représentent le fondement de la présence en ligne de toute marque. Nous savons déjà qu'ils alimentent les sites web, les applications, les emails, la VoIP, par exemple Microsoft Teams, Skype, etc., ainsi que les API pour les processus et procédures internes. Par exemple, si un domaine tombe en panne, pour une quelconque raison, vous pouvez perdre une ou toutes ses fonctionnalités, laissant votre entreprise en difficulté. Si votre site web ou votre application tombe en panne, vous perdez des revenus. Et si c'est le cas avec les courriers électroniques, c'est-à-dire les adresses e-mail ou la VoIP, vous ne pouvez plus communiquer. Et c'est la même chose pour vos API internes. S'ils tombent en panne, c'est l'ensemble des processus qui s'arrêtent, ce qui vous fait perdre de l'argent et du temps. En plus de cela, lorsqu'il y a une faille dans la gestion du nom de domaine, cela peut ouvrir une brèche pour un accès à vos DNS. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont compromis, les cybercriminels peuvent rediriger les sites web pour un gain financier. Ils peuvent aussi intercepter les emails pour mener de l'espionnage ou même voir récolter des informations d'identification pour tout simplement briser votre réseau. Évidemment, cela a un impact significatif sur les revenus et la réputation d'une entreprise, mais aussi, elle vous expose à des amendes considérables en raison du RGPD. Chez CSC, nous disons souvent que les noms de domaine sont comme le roi dans une partie d'échecs. Une fois le roi tombe, la partie est terminée. Et nous avons vu de nombreux exemples où cela s'est produit au cours des 2 dernières années. Tu aurais des exemples à nous partager? Tout à fait, Marie. Je voudrais d'ailleurs commencer par un exemple très récent de domaine hijacking qui concerne le piratage du nom de domaine pearl.com. Le nom de domaine a donc été volé en septembre 2020 alors qu'il était enregistré chez le registrar Network Solutions, puis a été transféré vers un registrar en Chine le jour de Noël et retransféré chez Keysystem le 27 janvier 2021. Le tout à l'insu des propriétaires. Peu de temps après ce détournement de nom de domaine, pearl.com a été mis en vente pour $190 000 sur une place de marché, mais a été très rapidement retiré de la liste après que le registre ait fait des recherches. Le nom de domaine pearl.com a été associé à une adresse IP qui était utilisée dans des campagnes de malware et de distribution de ransomware, ce qui représente quand même un risque évident pour les clients utilisant ce site. Les propriétaires de pearl.com ont alors perdu le nom de domaine le plus vital de leur entreprise. Et ils ont dû créer un domaine temporaire, pearl.com.pearl.org, pour héberger leur site web principal. Il y a tellement de conséquences à la suite de ce détournement. On peut citer la perte de trafic,
les utilisateurs contractant potentiellement des logiciels malveillants, sans parler du fait que le nom de domaine a été pris sous leur nez sans même qu'ils s'en rendent compte. Heureusement que ce nom de domaine particulier a juste détruit leur site web principal. Il aurait pu s'agir d'un nom de domaine qui hébergeait leur email, leur infrastructure, et s'ils avaient été détournés pour du phishing, cela aurait entraîné un certain nombre de menaces. Ça aurait été plus dangereux, telles que des violations de données, des transferts d'argent, etc. Voici un autre exemple qui traite le détournement des sous-domaines avec Microsoft. Ce qui va se passer chez Microsoft, c'est qu'au moins 4 de leurs sous-domaines vont être détournés vers des sites de publicité pour des casinos de poker. Comment est-ce possible? Cela arrive en général lorsque les sous-domaines sont mal configurés. Par exemple, une entrée DNS oubliée pointant vers quelque chose qui n'existe plus ou qui n'a jamais existé, comme une faute de frappe dans le contenu de l'entrée DNS. Et il faut aussi garder à l'esprit que les cybercriminels utilisent aujourd'hui divers outils et scripts pour rechercher et trouver ces sous-domaines. Une recherche DNS de base indique facilement à un cybercriminel les enregistrements SYNEM non révolus. Dans cet article, le chercheur en sécurité Michel Gachet a déclaré que la plupart des sous-domaines Microsoft sont sujets à des erreurs de configuration de base dans leur entrée DNS respective. Il aurait d'ailleurs informé Microsoft à plusieurs reprises de ce problème. Heureusement que le détournement des sous-domaines a uniquement conduit sur du spam. Retenez quand même que si Microsoft, qui est lui-même éditeur de logiciels de sécurité, peut commettre cette erreur, alors aucune entreprise n'est à l'abri. L'abandon des noms de domaine. Abandonner un nom de domaine n'est pas un acte anodin. Dans cet article, l'expert en sécurité Gabor Satmari nous explique comment il a réenregistré des noms de domaine abandonnés et mis en place un serveur de courrier électronique. Sans rien pirater, il affirme avoir reçu un flux constant d'informations confidentielles, à savoir de la correspondance bancaire, des factures, des documents sensibles, des mises à jour, LinkedIn, etc. Il faut d'ailleurs comprendre qu'un nom de domaine qui a été enregistré laisse une empreinte souvent ignorée lors de son non-renouvellement. Un nom de domaine qui n'a pas été renouvelé va tomber dans le domaine public. Dès lors, selon le principe du premier arrivé, premier servi, tout un chacun pourra le réserver. Un acteur malveillant peut ainsi très facilement recréer des adresses e-mail auparavant associées à ce nom de domaine et récupérer des informations importantes, login, courriel, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que les cybercriminels consacrent beaucoup de temps à la récupération de noms de domaine abandonnés, étant donné que ces mêmes noms de domaine qui ont expiré sont mis à jour et publiés quotidiennement par les registres de noms de domaine sous forme de liste de dépôt de noms de domaine. Il ne faut pas être un génie pour télécharger ces listes au jour le jour, et surtout les comparer aux actualités de fusion et d'acquisition dans les annonces professionnelles, ou simplement réenregistrer tout nom de domaine selon son bon plaisir. Voilà un autre exemple sur les noms de domaine qui expirent. Ici, par exemple, nous avons le cas de Google qui oublie de renouveler un nom de domaine. Il s'agit alors de blogspot.in. Google va laisser expirer ce nom de domaine, une erreur conséquente puisqu'elle concerne plus de 4,4 millions d'URL selon les résultats de recherche de Google. Et comme Google n'a pas renouvelé le nom de domaine, blogspot.in va être racheté par une autre entreprise après son expiration. En juin 2020, le fournisseur d'hébergement domainming.com, qui est alors basé en Inde, commercialise le nom de domaine sur une place de marché pour 5 999 $. Mais finalement, Google pourra récupérer ce nom de domaine en septembre de la même année. Sur cette slide,
je souhaitais partager un cas de domain shadowing. D'abord, c'est quoi un domaine shadowing? Le domaine shadowing est une technique qui permet aux cybercriminels de modifier le fichier zone d'un nom de domaine au lieu d'agir directement sur les serveurs de nom. C'est-à-dire, le site web ciblé est laissé intact, mais un sous-domaine est ajouté au fichier zone, ce qui pourra être utilisé pour une attaque phishing. Il faut noter que ce type d'attaque commence lorsque les informations d'identification utilisées pour configurer et gérer votre nom de domaine ont été compromises, c'est-à-dire le vol de vos codes d'accès ou login. Une fois qu'un utilisateur malveillant a accès à votre nom de domaine, c'est-à-dire votre compte de DNS, il commence alors à configurer de nouveaux sous-domaines à partir de ce nom de domaine. Ce type d'attaque est particulièrement difficile à détecter. Ici, nous avons l'exemple de GoDaddy qui a subi du domaine shadowing en masse, 15 000 sous-domaines impactés. Les cybercriminels ont tout simplement utilisé les informations d'identification du propriétaire des noms de domaine qu'ils ont volés pour créer des listes massives de sous-domaines et rediriger les victimes vers des sites de phishing marketing, faisant de la promotion de faux produits. Cette technique est considérée comme une évolution de flux rapide où les éléments malveillants sont déplacés rapidement d'un endroit à l'autre, dans le seul but de garder une longueur d'avance sur la détection. Bien sûr, le piratage d'un nom de domaine consiste essentiellement à obtenir le contrôle non autorisé de votre domaine, soit en acquérant la propriété ou en contrôlant le DNS. Il y a aussi un autre risque pour votre DNS, c'est le cache poisoning. C'est-à-dire que les cybercriminels peuvent rediriger votre trafic vers un site web malveillant en ciblant le DNS récursif. Par exemple, un hacker a décelé une faille dans le serveur DNS. Il parvient alors à s'introduire dans le serveur et à modifier l'adresse d'un site légitime par l'adresse IP d'un serveur qui lui appartient. Lorsque l'utilisateur entre l'adresse légitime, son navigateur se dirige vers le serveur DNS pour récupérer l'adresse IP correspondante. Le DNS étant infecté, il va renvoyer l'adresse introduite par le hacker. Le serveur pirate va alors lui renvoyer à une page ressemblant à celle légitime pour obtenir des données personnelles. Et là, nous sommes dans un cas de phishing. Comme vous avez pu le voir, à travers ces exemples, il se passe beaucoup de choses dans le paysage numérique. Mais la question est de savoir où cela nous a laissés. Eh bien, cela nous a laissés dans une position où la cybersécurité est devenue plus importante que jamais. En ce qui concerne le phishing, les violations de données et les détournements, c'est le plus souvent un nom de domaine qui est la partie qui est compromise. Alors, comment se fait-il qu'il y ait toujours autant d'attaques de ce type malgré les augmentations de budget liées à la sécurité? Simon, tu pourrais peut-être répondre à cette question? Oui, bien sûr. En fait, le problème, c'est que le budget de la sécurité est essentiellement utilisé pour sécuriser les systèmes internes, c'est-à-dire à l'intérieur du pare-feu. Les détournements de noms de domaine, de DNS et de sous-domaines se produisent, eux, en dehors du pare-feu. Il est donc essentiel de s'assurer que les bonnes mesures de sécurité sont mises en place également en dehors du pare-feu. Les études de CSC, publiées dans nos rapports sur la sécurité des noms de domaine, montrent qu'il existe de grandes lacunes dans l'adoption de mesures de sécurité pour empêcher de telles attaques. Notre dernier rapport a montré que 83% des principales entreprises du Global 2000 étaient plus exposées au piratage de noms de domaine parce qu'elles n'avaient pas adopté les mesures de sécurité de base, telles que le verrouillage du registre, aussi appelé Registry Lock. Cette mesure est pourtant la première recommandation de l'ANSSI
en ce qui concerne la sécurité des noms de domaine et des DNS. Toutes ces menaces situées à l'extérieur du pare-feu sont alors potentiellement des maillons faibles en matière de sécurité. C'est quoi alors la solution à ces problèmes? Alors la solution, en fait, nous recommandons d'appliquer une défense en profondeur avec plusieurs niveaux de sécurité. Donc il y a plusieurs en fait solutions, si on peut le dire. Le premier niveau de protection consiste à trouver le bon bureau d'enregistrement ou registraire. Si votre bureau d'enregistrement lui-même n'investit pas dans la sécurité, il laisse vos actifs vitaux exposés aux attaques. Les registraires corporels sont le meilleur choix, par opposition au bureau d'enregistrement grand public. Il y a deux éléments clés pour être un fournisseur de classe entreprise. Le premier élément est technologique. Cela passe notamment par des centres de données de niveau 4, une conformité ISO 27001, effectuer une évaluation continue de la vulnérabilité et des tests de pénétration. Assurez-vous donc que les réseaux sont protégés et sécurisés. Bien sûr, être accrédité par l'ICANN et les principaux registres est essentiel également. Le deuxième est d'ordre opérationnel. Il faut mettre en place des processus opérationnels pour garantir la protection des noms de domaine et des DNS. Alors, on pense ici notamment aux formations de sensibilisation du personnel, au phishing et aux attaques d'ingénierie sociale, à une politique de bureau propre obligatoire, aux demandes écrites des clients obligatoires, au respect des exigences de conformité des données et du RGPD. Les bureaux d'enregistrement grand public ne rendent pas ces éléments obligatoires dans le cadre de leur politique, ce qui met leurs clients en danger. En effet, de nombreux attaquants utilisent des techniques d'ingénierie sociale qui ciblent les équipes du service client pour accéder aux comptes clients. Sans la formation requise, ces employés n'ont aucune chance et peuvent donc être victimes, mettant ainsi vos actifs vitaux en danger. Le deuxième niveau de sécurité consiste à fournir des solutions technologiques pour sécuriser les accès au système de gestion des noms de domaine. On pense ici à l'authentification unique, à la validation IP, la double authentification ou des autorisations granulaires par utilisateur pour garantir que les droits d'accès sont sous contrôle. Le troisième niveau de sécurité de la part du registraire consiste à mettre en place un contrôle des autorisations utilisateurs. Cela passe par des outils de visibilité sur les autorisations élevées, avec notification en cas de changement et par une politique stricte de gestion des contacts autorisés. Une demande émanant d'un directeur général ou d'un PDG le vendredi soir ne doit pas être traitée sans l'accord des contacts autorisés du client. Donc la base de la sécurité des noms de domaine consiste d'abord à choisir un registraire de classe entreprise. Précisément, mais ce n'est pas la seule solution. Il existe en fait un certain nombre de protocoles clés de sécurité qui doivent être mis en place pour sécuriser vos noms de domaine vitaux. C'est la quatrième couche de sécurité que nous proposons. Nous pensons notamment aux éléments tels que le registry-lock, le DNSSEC, les enregistrements CAA ou alors leur DMARC. Alors le premier protocole, c'est le registry-lock. Le registry-lock en fait désactive l'automatisation entre un bureau d'enregistrement et un registre afin que le DNS ne puisse pas être changé autrement qu'avec un mot de passe manuel vérifié par un appel téléphonique. C'est donc un moyen hautement sécurisé et très efficace de s'assurer que le DNS d'un nom de domaine important ne peut pas être modifié sans le contrôle approprié. Le deuxième protocole, le DNSSEC. Le DNSSEC est un protocole qui permet une communication authentifiée entre les serveurs DNS. Ainsi, toute attaque au niveau de la couche DNS, comme l'a expliqué Rosalie, comme l'empoisonnement du cache, ou appelé aussi cache poisoning, sera empêchée par l'utilisation du DNSSEC. Selon le rapport de CSC, seulement 3% des 2000 plus grandes entreprises mondiales déploient le DNSSEC. Pourtant, cette mesure de sécurité empêche les pirates de prendre le contrôle d'une session de navigation sur Internet et de rediriger les utilisateurs vers des sites web trompeurs. Le troisième protocole, c'est les enregistrements CAA, pour Certificate Authority Authorization.
Ces enregistrements sont effectués dans les DNS. Ceci indique les fournisseurs de certificats SSL ou TLS que vous autoriserez pour vos domaines. Cela est important car il arrive qu'un attaquant qui a accès à un nom de domaine génère un nouveau certificat, ce qui leur permet de gagner en légitimité auprès de ses futures victimes. Avec les enregistrements CAA en place, si l'attaquant ne s'adresse pas à l'autorité de certification particulière que vous avez autorisée, deux choses se produiront. Premièrement, la demande échouera, et deuxièmement, une alerte vous sera envoyée pour vous informer que quelqu'un a tenté de demander un nouveau certificat qui n'était pas conforme à la stratégie CAA. C'est donc un excellent outil de conformité, mais aussi une excellente couche de sécurité pour voir si quelqu'un essaie d'émettre un certificat sur l'un de vos noms de domaine. Quatrième protocole, DMARC. Alors, ce dernier protocole, qui est DMARC, est un protocole d'authentification de messagerie très efficace pour empêcher l'usurpation d'emails. Pour ceux d'entre vous qui connaissent bien le fonctionnement des emails, vous saurez qu'il est très facile d'usurper un email à l'identique. Donc DMARC élimine cela. Il est donc très important que vos noms de domaine clés soient protégés par DMARC en combinaison des politiques DKIM et SPF. Alors, comment savoir à quel nom de domaine ajouter ces protocoles de sécurité? Devons-nous ajouter ces protocoles à tous les noms de domaine? Non, bien sûr que non. En fait, il est d'abord important d'identifier ses propres noms de domaine vitaux. Je pense que vous avez fait la moitié du travail lorsque vous êtes capable d'identifier quels sont vos noms de domaine critiques. Si vous ne savez pas quels sont vos noms de domaine vitaux, comment saurez-vous lesquels sécuriser? Donc, pour ça, le Security Center peut vous aider à évaluer lesquels de vos noms de domaine sont critiques, notamment en fonction du trafic, des éléments tels que les champs TXT, la présence de MX ou de certificats. D'ailleurs, le CSS Security Center vous donne une vision claire sur les protocoles à mettre en place sur vos noms de domaine critiques, tels que le Registry Lock, le DNSSEC ou le protocole DMARC. Il est donc facile d'identifier ces noms de domaine critiques. Disons que pour identifier les noms de domaine critiques, il faut d'abord savoir exactement ce que l'on gère. En fait, on constate que certains clients n'ont pas une visibilité sur tous les noms de domaine que possède l'entreprise. Les domaines peuvent être divisés en plusieurs registrars. Il est alors facile de perdre la trace de certains noms de domaine. Et cela signifie une perte de temps lorsqu'un problème urgent survient, mais aussi des difficultés à évaluer si tel ou tel nom de domaine est légitime ou abusif. Nous constatons dans nos programmes de protection de la marque, avant d'initier un takedown, il est parfois difficile de dire si le nom de domaine appartient à un fraudeur ou a été enregistré de manière légitime par un employé. Cette situation est surtout vraie lorsque le portefeuille du nom de domaine n'est pas centralisé. Alors en plus d'avoir un portefeuille centralisé, il est aussi important de savoir si l'on a le bon portefeuille de nom de domaine. Créer une politique de nom de domaine peut ici vous aider à délimiter votre portefeuille et à vous assurer que les noms de domaine sont bien sécurisés. En quoi sert la politique des noms de domaine alors? Disons, la politique de nom de domaine peut vous aider à décrire noir sur blanc trois choses. Les lignes directrices de l'organisation mises en place autour des noms de domaine, les règles pour l'enregistrement de noms de domaine et leur protection. Avez-vous les bons noms de domaine dans votre portefeuille? Quelles sont les mesures de sécurité à mettre en place? Et enfin, que faire en cas de difficulté? Qui est impliqué? Et quoi faire? Et, il n'est pas nécessaire d'écrire un roman ici. Certaines politiques de nom de domaine tiennent en une seule page. Une politique de nom de domaine peut vraiment aider à cibler les principaux défis auxquels les organisations sont confrontées lors de la gestion des portefeuilles de nom de domaine et également à renforcer votre sécurité. Comment puis-je savoir quel nom de domaine enregistrer ou même abandonner Lorsque vous devez vous poser la question du périmètre des enregistrements effectués pour une marque de nom de domaine, vous avez trois possibilités. Soit enregistrer des noms de domaine qui seront utilisés pour des sites ou des messageries, soit faire des enregistrements défensifs, par exemple, principaux marchés, faute de frappe significative, faute d'orthographe courante, nom de domaine similaire,
ou alors des mécanismes de blocage. Vous connaissez peut-être la DPML, l'adulte bloc. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de mettre en place une surveillance de nom de domaine. Une politique bien définie peut vous aider à garantir une politique de dénomination cohérente qui renforce donc la notoriété de la marque sur Internet et la fidélité des clients, et ce qui aussi renforce l'aspect sécurité. Si vous ne sécurisez pas vos noms de domaine sur les principaux marchés sur lesquels vous opérez ou dans lesquels vous allez vous développer, vous serez obligé d'utiliser des noms de domaine alternatifs. Et cela réduit la reconnaissance de la marque en ligne et peut réduire la confiance des clients. Ils doivent être sûrs de cliquer sur le bon nom de domaine. Pour votre portefeuille défensif, il faut trouver un bon équilibre entre la gestion des risques et le budget. Nous voyons souvent des noms de domaine supprimés dans le but de réduire la taille d'un portefeuille. Pourtant, notre analyse des noms de domaine précédemment supprimés chez CSC a révélé que près de 10% des noms de domaine supprimés sont ensuite réenregistrés par des tiers. Et sur ces 10%, 8% ont des certificats SSL-TLS et 3% des enregistrements MX, c'est-à-dire des messageries. Ce qui veut dire qu'ils sont probablement utilisés pour des activités frauduleuses telles que le phishing. Les enregistrements de nom de domaine défensifs ou les blocages de nom de domaine peuvent vraiment être une économie de coûts, surtout par rapport aux coûts de procédure de récupération. Les études de CSC révèlent que 70% des noms de domaine typographiques appartiennent à des tiers et au moins 40% d'entre eux présentent des caractéristiques d'intention malveillante. Ainsi, un portefeuille défensif et des mesures de blocage peuvent être un moyen efficace de réduire le risque d'attaque de tiers. En résumé, voici nos recommandations. Premièrement, consolidez vos prestataires de services liés au nom de domaine et DNS. Deuxièmement, utilisez une stratégie à plusieurs niveaux pour sécuriser vos noms de domaine et vos DNS. Sélectionnez donc un prestataire de services aux entreprises. Sécurisez l'accès au système de gestion avec les doubles authentifications, etc. Contrôlez les autorisations utilisateurs et utilisez des fonctionnalités avancées pour sécuriser vos noms de domaine critiques. Troisième élément, identifiez vos noms de domaine critiques et mettez des mesures de sécurité appropriées telles que le Registry-Lock, le DNSSEC ou DMARC. Enfin, mettez en place, si possible, rédiger une politique de nom de domaine.